Bienvenue à tous. On est ravis de voir tous ces visages s'afficher à l'écran, même si on a un petit peu plus l'habitude des rencontres, on va dire, en présentiel. Donc, le club ESSEC-Luxe, plus précisément, est ravi de vous accueillir autour du thème de l'éco-conception dans l'univers du luxe. Donc, tout d'abord, quelques mots sur le club ESSEC-Luxe. On est une communauté d'alumni qui travaillons dans l'industrie du luxe. Notre bureau est constitué de 9 membres qui sont présents ce soir, dont 6 d'entre eux co-animeront cette magnifique table ronde. Donc, nous organisons des événements autour des enjeux de l'univers du luxe qui sont communs à tous les acteurs en général. Et nos événements s'articulent autour de personnalités issues du monde du luxe, autour du partage d'expériences, comme ce soir. Donc, la conférence de ce soir, plus précisément, s'inscrit dans un cycle global que nous avons démarré en janvier autour de la prise de conscience des industries et des entreprises du luxe au niveau de l'éco-responsabilité. On a démarré par une conférence en janvier autour de l'upcycling dans la mode. Aujourd'hui, on était à un tournant d'une époque où on pense que nos consommateurs, les consommateurs dans l'industrie de l'univers du luxe, attendent plus d'authenticité de la part des marques, plus de durabilité, plus de transparence. Donc, le sujet de l'éco-conception, qui est un sujet très vaste, qui est parfois déroutant pour les marques, car il a beaucoup d'effets d'entrée possibles. Néanmoins, on a vu naître ces derniers mois, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, plein d'initiatives hyper inspirantes, dont certaines seront présentées ce soir, et qui sont pour nous des exemples, qui ont vraiment une valeur d'exemple dans l'industrie du luxe. Et on est... Cécile, tu as coupé ton micro. Alors, je suis navrée, le micro s'est coupé tout seul. Je disais que c'était à force d'exemples et de partager des exemples que l'industrie du luxe pourra continuer à progresser sur ce terrain de l'éco-conception. Donc, on est ravis d'accueillir pour la première intervention Géraldine Valéjo, directrice des programmes développement durable du groupe Kering, groupe moteur et précurseur sur ses engagements. Et Géraldine va nous apporter une vision corporate groupe sur la gouvernance de ces programmes. Nous aurons ensuite la chance d'avoir la présentation de 2 réalisations concrètes qui ont marqué ces derniers mois, avec Violaine Baz, directrice marketing et communication internationale de la maison Guénard, et puis Giulio Bergamaschi, directeur général de Biotherm au sein du groupe L'Oréal. On complétera cette table ronde par les interventions des fondateurs de 2 sociétés de conseil et d'accompagnement en conception éco-responsable dans l'univers du luxe, avec Gérald Galdini pour la société de conseil Partisan du Sens et puis Stéphane Pillot pour la société de conseil Pando. On va maintenant boucler la boucle et revenir dans l'univers de la mode avec Stéphane Pillot, qui a la chance de conclure. Alors, Stéphane est cofondateur de la société de conseil en mode éco-responsable Pando. Il est diplômé de l'ESSEC et de l'IFM et il travaille depuis 25 ans dans la mode avec une double expérience en distribution comme directeur de flagship chez Ralph Lauren et également en marketing comme responsable produit sur des accessoires Dior, bagages Delsey et Louis Vuitton. Stéphane a aussi été entrepreneur, décidément multicasquette, en lançant avec le créateur Pascal Imbert une marque de prêt-à-porter de luxe. Et finalement, il y a 1 an et demi, Stéphane a fondé la société Pando, société de conseil dont la mission est de remettre du sens dans l'industrie de la mode en accompagnant les professionnels de notre filière dans une démarche durable et responsable. On est en plein dans le sujet. Voilà, donc je pense que le mieux, c'est de laisser la parole à Stéphane pour cette belle dernière intervention. Merci Cécile pour cette transition. Donc, je remercie Gérald qui a bien parlé de l'éco-conception qui concerne toutes les étapes du cycle de vie du produit. Et justement, je vais reprendre ce point-là, mais en partant des gens, c'est-à-dire de montrer comment la créativité et l'innovation dans le luxe, de la mode, est prise en compte et doit être prise en compte par les différentes parties prenantes. Les parties prenantes, c'est une notion très importante en développement durable. Et donc, les différentes parties prenantes, c'est déjà les fournisseurs, donc en amont, comment la créativité et l'innovation
aide à l'éco-conception des marques de luxe dans la mode, les équipes internes, comment on embarque les équipes internes, et aussi, à la fin du cycle de vie du produit, comment on implique les personnes pour aider dans cette démarche d'éco-conception des marques de luxe. Donc, si on commence par les fournisseurs, une innovation qui n'est pas une innovation pour d'autres secteurs, mais qui est une innovation pour le luxe, c'est utiliser des matières recyclées. Et j'aime beaucoup cette image du défilé de Giorgio Armani de l'an dernier, de janvier de l'an dernier, où il disait, donc, pendant le défilé, les mannequins portaient des vêtements en disant « I'm saying yes to recycling ». Donc, c'est vraiment pour dire, voilà, le recyclage, c'est quelque chose, en général, c'est plutôt un gros mot dans le luxe, hein, puisque, comme disait Gérald, on n'aime pas trop les choses qui ne sont pas des vierges, des matières, des matières naturelles. Et là, maintenant, ça vient. Ça y est, on commence, les gens du luxe disent, oui, je peux utiliser du recyclé. Alors, souvent, ils ne parlent pas de produits recyclés ou de déchets, ils parlent plutôt de matières régénérées ou donner une seconde vie à un produit, mais c'est quand même un début, voilà, vraiment de parler de recyclage. Et donc, ça, c'est vraiment une innovation parce que c'est un changement de paradigme et d'état d'esprit des marques de luxe de faire appel à des fournisseurs de matières recyclées. C'est aussi utiliser des nouvelles matières. On a parlé du cuir, qui est parfois un petit peu polémique, notamment sur les peaux exotiques. Nous avons certaines marques comme Chanel qui ont arrêté les peaux exotiques pour des raisons éthiques et de traçabilité. Il y a ce que l'on appelle les alternatives au cuir, hein, donc les choses qui peuvent être à base de végétal. Donc en France et en Italie, le cuir est une notion protégée. On n'a pas le droit de parler de cuir vegan, de cuir de raisin, etc. Le cuir est automatiquement à base d'animal. Aujourd'hui, toutes ces alternatives au cuir qui existent, malheureusement, sont souvent des mélanges même de matières naturelles avec beaucoup de polyuréthane, parfois 50% de polyuréthane. Donc, ça reste des matières qui sont assez peu durables. J'aime beaucoup cet exemple, c'est quelque chose qui est en cours. On est vraiment dans la R&D, hein, donc dans l'innovation pour l'éco-responsabilité. C'est un sac, donc c'est Hermès qui travaille avec une nouvelle matière qui s'appelle le Sylvania, qui doit être lancée d'ici la fin de l'année. On est vraiment dans ce qui arrive actuellement. Donc, c'est un sac classique de Hermès qu'ils vont mettre en Sylvania, qui est une sorte de champignon. Et l'intérêt de cette matière, c'est que ça ressemble à du cuir, mais ce n'est pas du tout de mélange avec du chimique. Mais en revanche, c'est une matière naturelle et qui est tannée comme du vrai cuir. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Il y a l'équivalent avec Milo et Stella McCartney qui fait la même chose. Donc tout ça, les produits ne sont pas encore sur le marché, mais devraient arriver, que ce soit chez Stella McCartney ou chez Hermès, d'ici la fin de l'année. Et là, on est vraiment dans l'innovation, dans l'éco-conception des marques de luxe. Troisième exemple que je trouve intéressant par rapport aux peaux exotiques. Donc, les peaux exotiques, quelles sont les alternatives qu'il y a aujourd'hui pour les marques de luxe qui ne veulent plus faire de peaux exotiques, qui est un petit peu polémique? Ça peut être d'utiliser, par exemple, des peaux de cuir de poisson. On arrive sur un animal qui sert d'abord à l'alimentation, tout comme le cuir bovin, par exemple. Et pourquoi ne pas utiliser donc le cuir? Donc, il y a Ictios, il y a d'autres sociétés qui font du cuir de poisson. Évidemment, l'autre possibilité est d'utiliser du cuir de bovin embossé façon peau exotique. Mais donc là, c'est bien pour montrer qu'en amont, l'éco-conception, les fournisseurs, l'offre des fournisseurs des marques de luxe est très importante. Et c'est aussi pour ça qu'elle s'applique dedans beaucoup. Chanel, je ne sais pas si vous savez, a mis de l'argent dans une startup qui s'appelle Evolve by Nature, qui développe une protéine de soie liquéfiée pour remplacer les matières synthétiques dans les textiles. Donc, on voit vraiment que les groupes, les sociétés s'impliquent de plus en plus sur ces matières en amont pour participer à leur démarche d'éco-conception. Donc là, c'est pour la partie amont avec les fournisseurs. Au niveau interne, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, il faut qu'il y ait quand même un leadership. Comme tout à l'heure le disait Géraldine avec François-Henri Pinault, on a quand même quelqu'un qui est très leader dans l'éco-responsabilité du luxe. Là, c'est un autre exemple, c'est chez Louis Vuitton. Ça vient souvent de l'interne, l'éco-conception. Là, typiquement, c'était la directrice artistique des accessoires qui, il y a 2 ans, s'est dit « Mais pourquoi jeter toutes ces foulards ou ces soies? Parce que ce sont des anciennes collections, parce que sur l'ensemble du foulard, il y avait un fil qui avait été tiré. Pourquoi les pas réutiliser? Pourquoi ne pas les réutiliser ?» Et c'est là que l'on passe dans l'upcycling. Donc, l'upcycling, la mode aime bien, parce que là, c'est rajouter de la valeur à une matière qui avait un petit peu moins de valeur. Donc ça, c'est tout à fait dans l'esprit du luxe. Et là, le luxe est tout à fait à l'aise là-dessus.
Donc, la directrice artistique des accessoires a décidé d'utiliser ces foulards pour les intégrer dans des bijoux, donc comme vous pouvez voir ici avec ce collier. Et le même soie a été utilisé par exemple pour des serre-têtes, des foulards ou des boucles d'oreilles. La collection s'appelle Be Mindful, donc ça s'est aussi donné du sens grâce à ce produit-là. Et c'est un produit qui est permanent, qui est toujours dans le catalogue depuis 2 ans. Il est vrai, hein, comme disait Gérald tout à l'heure, en termes de communication, la partie régénération de produits d'anciennes collections était plus mise en avant en Europe, par exemple, qu'en Asie, où on parlait plutôt du côté édition limitée du produit. Donc, voilà, en termes de communication, c'est vrai que c'est communiqué de façon un peu différente. Donc, l'innovation et la créativité en éco-conception, ça vient aussi souvent des équipes en interne. Et pour intégrer les équipes dans l'éco-conception, quoi de mieux que de faire des gros rassemblements autour du développement durable dans les entreprises. C'est ce qu'a fait LVMH en début d'année, un petit peu sur l'idée de la Convention citoyenne du climat de M. Macron, et donc intervenir et qui a fait émerger du bas des idées pour le climat au niveau de la population française. LVMH a fait ça au niveau de ses équipes en interne. Donc, il y a, je crois, 160 000 employés qui ont participé à la Climate Week de LVMH pour donner, donc il y avait des échanges, des tables rondes avec les directeurs artistiques des différentes maisons de LVMH, mais aussi chacun pour donner des idées et faire remonter les idées de la base. Donc, c'est vraiment intéressant de montrer que cette créativité et cette innovation de l'éco-conception peut aussi venir de la base et peut remonter. Et comment la société, par exemple, la LVMH, le groupe, a pu mettre en place ce Climate Week pour faire remonter toutes ces informations autour de l'éco-conception et aider à la démarche d'éco-conception. En interne, je vous disais, c'est souvent les DA qui sont importants et qui font bouger les choses. Il faut évidemment que le DG et le PDG soient d'accord tout au-dessus, mais ce sont souvent les DA. Donc, dernier exemple, c'est sur Virgil Abloh. Virgil Abloh est quelqu'un qui est assez concerné par tout ce qui était upcycling. Il a fait une chose que je trouve très intéressante l'année dernière. Pendant le confinement, les designers étaient un petit peu désœuvrés, comme dans beaucoup de maisons de luxe. Et il a eu l'idée de faire un concours interne auprès de tous les designers de la maison pour leur dire, ben voilà, vous prenez un ou deux ou trois produits qui sont dans les stocks, qui sont aujourd'hui des invendables, et je vous demande, à partir de ce produit, de les démonter, de les désassembler, de les décoller, de les recoller, de les recoudre, etc., pour faire des nouveaux produits. Donc, c'était un concours interne avec une forte émulation autour de l'éco-conception, de l'upcycling à partir d'un produit existant et de matières existantes dans la maison. Donc, et suite à ça, il y a eu un certain nombre d'idées et certaines ont été mises en pratique pour le défilé du printemps-été 2021. Non seulement dans son défilé, il a fait redéfiler des looks qu'il avait fait défiler 2 ans avant, 1 an avant, en disant il n'y a pas de raison, moi je ne fais pas des produits pour qu'ils durent que 6 mois, mais pour moi ce sont des produits qui doivent durer dans le temps, donc allonger la durée de vie de produit, on est complètement dans l'éco-conception. C'était aussi 25 looks qui ont utilisé les matières qui existaient et restantes de collections précédentes. Donc, à partir de stocks existants, il a créé de nouveaux looks. Et sur cette collection aussi, il a fait ces LV Trainers que vous voyez sur la photo. Donc, à l'origine, il y a 2 ans, ce sont les LV Trainers montantes d'en haut, de la photo d'en haut, qui sont en noir et grise, qui ont été démontées et qui ont été relookées donc en bas. Donc, c'est la même chaussure. Et elles ont été donc découpées, on a remis l'intérieur de la semelle, on a changé le dessus de la tige de la chaussure, et il a fait cette capsule de LV Trainer Upcyclé qui était présentée en particulier dans la boutique éphémère du Pont-Neuf, jusqu'à récemment, et je pense encore aujourd'hui, sauf que la boutique peut être fermée. Et voilà, donc l'idée, c'est de dire que voilà, c'est beaucoup en interne qu'il faut aussi faire bouger l'éco-conception. Ça doit venir du haut, ça doit venir du bas. C'est souvent les designers qui sont intégrés. Et on est vraiment dans un système qui est complètement transverse et complètement déciloté dans l'éco-conception. Et c'est là que les maisons peuvent aussi gagner énormément dans leur démarche d'éco-conception. La troisième partie, c'est comment faire descendre tout ça jusque chez les clients. Donc, la troisième partie prenante qui va être la partie prenante en aval. Alors, Prada est un petit peu le leader, enfin, en tout cas le précurseur sur la partie recyclage, puisque depuis 3 ans, ils utilisent l'éconil, le nylon recyclé. Ce que je trouve génial avec Prada, c'est qu'ils ont utilisé le nylon recyclé, qui est la matière
iconique de Prada. C'est-à-dire que Prada, c'est d'abord le sac en nylon. Et ils ont utilisé un donc iconique, qui est un nylon recyclé, qui est utilisé aujourd'hui par Gucci, qui est utilisé par Burberry, utilisé par H&M, hein, pas seulement par le luxe. Et ils ont bien dit, ils se sont engagés en 2025, 100% des collections en nylon, donc c'est d'ailleurs la plus grosse part de leur production et de leur vente, sera 100% recyclé en 2025. Donc des engagements forts. Et pour aller jusqu'au bout, ils ont fait des films, donc je vous invite à aller voir sur le site de Prada, ils ont fait des petits films qu'ils ont fait avec National Geographic et à chaque fois avec un artiste dans différents pays où ils montrent d'où vient le nylon, et c'est peu reluisant parce que ce sont des décharges, ce sont des filets qui sortent de l'océan, ce sont des décharges de tapis et de moquettes aux États-Unis, etc. Et on voit comment dans certains pays, c'est aux États-Unis, en Indonésie, en Amérique du Sud, en Asie, du Nord, etc. Ils ont fait ce film qui est à la fois naturel parce qu'il y a la caution de National Geographic, à chaque fois avec un artiste différent, local, qui explique en quoi le recyclage est fait. Et donc, il y a une transparence totale de Prada pour dire, voilà, les clients, voilà, nous, on ne vend pas, on vous ment la vérité. Non seulement c'est recyclé, mais on vous montre d'où ça vient et on est fiers de le faire parce que c'est une démarche importante en termes d'éco-conception pour notre marque. Donc là, c'est comment amener l'éco-conception et vendre cela aux clients. Ça, au niveau du client, c'est aussi prolonger la vie du produit. Nous avons donc Weston qui a lancé le concept du Weston Vintage. Il faisait déjà beaucoup de réparations, hein, comme dans toutes les maisons de cordonnerie de luxe. Et là, ils sont allés plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont dit, ben, renvoyez-nous vos chaussures, mais si jamais vous ne les voulez pas, et vous ne voulez pas en retour, juste donnez-les nous. Nous, on va les réparer et on se charge de les mettre en vente dans un shop-in-shop dans nos magasins. L'idée, c'est que de dire, ben voilà, on va prolonger la durée de vie du produit, on les remet pratiquement à neuf, alors ça va être complètement à neuf, ça sera un prix plus intéressant qu'un produit neuf. Donc là, en termes de plus de responsabilité sociétale, c'est-à-dire que je permets à d'autres personnes qui ne peuvent peut-être pas se payer le Weston à taux plein neuf, d'avoir un produit refait à neuf de seconde main, et je prolonge la durée de vie de mon produit. Donc là, c'est vraiment comment je vais jusqu'au bout pour aller prolonger la durée de vie de mon produit. Et enfin, une collaboration que je trouve intéressante entre Burberry et The Real Real, qui est une société de vente de seconde main dans le luxe. Associés, donc là, le gros sujet de la seconde main dans le luxe, c'est l'authentification des produits. Aujourd'hui, aucune marque de luxe n'a encore, et je ne comprends pas pourquoi, n'a encore intégré dans la seconde main de ses propres produits. Dans ce cas-là, The Real Real et Burberry donc s'engage à authentifier les produits Burberry qui sont mis sur The Real. Et en plus, en échange, si vous mettez un produit Burberry en vente sur The Real, vous pouvez aller boire un thé, c'est So British, dans une boutique Burberry. Donc, c'est un échange, c'est le genre de collaboration que je trouve assez intéressante aussi, où les marques de luxe commencent à aussi s'engager sur un terrain qui n'est pas évident à l'origine, qui est la seconde main. Et on sait que la seconde main, aujourd'hui, va doubler entre 2020 et 2025. La seconde main va doubler dans le luxe, hein, le poids de la seconde main. Donc, c'est un marché qui va prendre énormément d'importance. Et voilà un moyen pour les marques de s'engager pour aller jusqu'au bout de l'éco-conception de leurs produits dans l'éco-conception du luxe. Voilà. Ça dit 15 minutes, ça fait 14 minutes 30. C'est bon. Merci Stéphane.